Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 9 octobre 2022. Il arrive assez souvent que des personnes franchissant le seuil de la librairie, le seuil de la porte de la librairie, apportent avec elles un vent de poésie qui tout à coup ce que ces personnes nous révèlent nous donne à rêver. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui lorsqu'une jeune femme, archéologue de son état, a franchi le seuil de mon échoppe. Il y avait François, témoin. Alors François pourra sans doute euh, mettre en note de bas d'écran quelques informations supplémentaires sur l'échange à trois que nous avons eu. Alors oui, nous avons appris la librairie est fermée. Et voilà. Alors, il y a des gens qui pointent du doigt des livres qui sont dans la vitrine. Et ben voilà. Mais la librairie est fermée. Ils doivent se demander ce que je fais. À la prochaine! Et voilà. À la prochaine. Ouais. Ah ben voilà. J'aurais pu les inviter, ouvrir la porte. Ça m'arrive de le faire de temps à autre. Mais bon, c'est pas ça mon propos. Donc, cette jeune femme archéologue nous a raconté un tas de choses qui nous ont fait vraiment rêver. Et oui, elle a fait, pour la petite histoire qu'elle nous a révélée, elle a fait, ses, elle a fait des fouilles archéologiques en Turquie et en Syrie. Et elle allait compléter sa maîtrise ou son doctorat en Syrie lorsque les troupes irakiennes ont bombardé à la frontière aux alentours de l'an 2000. Alors, il a fallu qu'elle renonce à ce projet. Elle nous a raconté un tas de trucs, comment ça se présentait lorsque on a, par exemple, à refaire les canalisations, à refaire les fils électriques qui bien souvent sont enfouis dans le sol. On doit refaire le réseau des aqueducs. Mais pour ce faire, on doit dépêcher sur les lieux, on doit dépêcher des archéologues qui vont recenser ou pas des artefacts qu'ils pourraient trouver sur les chantiers. On racontait également que dans certains endroits où il y avait des dépotoirs, eh bien, les entrepreneurs et les ouvriers ramassaient des objets industrialisés qu'ils revendaient à fort prix sur des sites comme Kijiji, par exemple. Mais ce qu'elle nous racontait aussi, c'est que en 2007, là on est dans le quartier Rosemont, hein? Quartier Rosemont, Petite Patrie, Villeray. Et ces deux arrondissements, avant l'arrivée des colons français, étaient évidemment de vastes forêts, mais de vastes forêts sillonnées par des ruisseaux et divers cours d'eau. Et il y a quelques années, donc il y a une quinzaine d'années, un nouveau propriétaire d'un triplex avait refait les fondations de sa maison, de son bâtiment, parce que sur le boulevard Rosemont, qui est un sommet en quelque sorte, les terres sont argileuses, étant donné que
c'était des endroits qui étaient parcourus par des ruisseaux et d'autres formes de cours d'eau. Alors donc, la terre est argileuse et à terme et avec le temps, les fondations ont tendance à s'enfoncer dans le sol. Alors pendant qu'il refaisait ces fondations, il a vu apparaître à la surface du sol des ossements humains. Alors de rechef, il a contacté les policiers qui se sont empressés de faire une enquête pour réaliser assez rapidement que ces ossements étaient très, 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 très anciens. Alors, des archéo-ethnologues sont descendus dans cette cave fraîchement non pas découverte. Il y a encore une autre personne qui regarde dans la vitrine, décidément. Alors, pour découvrir que c'était une jeune autochtone ensevelie depuis des millénaires, et elle avait sur elle des bijoux propres à sa tribu. Alors, depuis ce temps, cette archéologue qui vit dans le quartier, lorsqu'elle voit que des bâtiments sont l'objet d'excavations, elle ne peut s'empêcher d'imaginer qu'on pourrait y retrouver la dépouille très ancienne d'un ou d'une autochtone. Elle nous racontait également que sur le site Dawson, qui est dans le centre-ville de Montréal, on a fait des fouilles archéologiques et on a cru, ça reste une hypothèse à démontrer, que ça pouvait être le lieu d'Hochelaga. Jacques Cartier, lors de sa deuxième visite au Québec, a passé une journée derrière les palissades d'Hochelaga. Bon, les archéologues ne s'entendent pas là-dessus, à savoir si c'était véritablement l'emplacement de cette ville d'Hochelaga, habitée par les Iroquois, mais on n'en sait trop rien. Mais elle racontait qu'on avait découvert le corps d'un adolescent, d'un adolescent, et qu'il avait fallu se dépêcher, que les archéologues avaient dû procéder à des fouilles pendant la nuit, car le lendemain, les travaux pour la voirie reprenaient. Alors, on imagine la scène des archéologues descendant en plein milieu de la nuit avec des lampes de poche, sans doute accrochées à leur casque, et rapportant du sol cette dépouille d'un adolescent autochtone. Alors évidemment, en pensant à toute cette ville qui est bétonnée, tout est devenu bétonné. Les sources d'eau, ce sont des canalisations artificielles. Tous les ruisseaux ont été remblayés. Alors, l'eau a disparu au fond. A disparu sous le béton et même a été étouffée. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à René Guénon, René Guénon, hein, vous savez, qui s'est converti à l'islam et qui avait fait des études très poussées sur l'hindouisme, disait que nous étions entrés dans l'âge des ténèbres, Kali Yuga, et que le bétonnage de nos villes empêchait la respiration de la terre, empêchait la pulsation de la vie incandescente, iridiante. Et que c'était ça aussi l'âge des ténèbres. C'était la lumière enfouie dans le sol. Alors je leur ai raconté également, lorsque j'étais enfant, j'avais un ami dont le père était géographe, nous avait indiqué un endroit sur le Mont-Royal
à flanc de montagne, où on pouvait, à fleur de terre, ramasser des pointes de flèches. Il y a quelques années à peine, 3-4 ans peut-être, cette portion du Mont-Royal a été, peut-être pendant un certain temps, peut-être aujourd'hui, ce n'est plus le cas, a été interdite au public, car on y avait fait des découvertes archéologiques d'importance. Mais au début des années 70, et je dirais même jusqu'au milieu des années 70, il m'est arrivé de ramasser une ou deux pointes de flèches datant de quelques millénaires et que j'avais déposées ici et là sur la tablette d'une de mes bibliothèques. Alors, vous voyez, c'est le genre de journée où on apprend des choses. Moi, je retiens, c'est sûr que je vais maintenant, je ne dirai pas ici que chaque fois je vais voir des entrepreneurs en train de procéder à des excavations, je vais jeter un coup d'œil en espérant découvrir une dépouille ancienne d'Autochtones. Je ne dirai pas cela. Mais assurément d'imaginer mon quartier tout à coup nettoyé, purifié de son béton même, va sans doute contribuer à augmenter ma puissance de rêverie. Et j'aurais envie de dire même, il faudrait pouvoir descendre en soi pour pouvoir dépoussiérer ce qu'il nous reste de nos anciennes rêveries d'enfance. Et j'ai cet ami qui se reconnaîtra peut-être, car je sais qu'il lui arrive de temps à autre d'écouter mes petites vidéos, qui me parlait de l'écriture. Il me disait, l'écriture, et là peut-être je fais un lien avec l'excavation, l'écriture doit descendre. On doit d'abord poser son texte sur le sol, et après on doit s'arranger pour que la phrase descende. Et peut-être atteindre d'une certaine manière la nappe phréatique du sens. Au fond, qu'il faut creuser en soi pour trouver des artefacts qui vont nous donner à rêver, qui vont nous donner des morceaux de sens. Et peut-être également qui vont ce creusement en soi va nous permettre peut-être même d'avoir accès à, qui sait, peut-être à l'inconscient collectif. Même si certains philosophes et certains psychanalystes remettent en cause cette notion-là d'inconscient collectif. Alors oui, François, je pense on a été éberlués, lui et moi. On a été enthousiasmés par le récit, les divers récits que cette jeune femme archéologue nous a racontés avec force détail et avec beaucoup de générosité. Et c'est aussi ça un aspect que je trouve extraordinaire dans mon métier. C'est que, je dirais, refusant depuis longtemps d'être une puissance enseignante, je suis formé aussi par les gens qui entrent dans mon échoppe. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que, au fond, la position de libraire, ben, d'une certaine manière, je la refuse. Plus j'y réfléchis, plus je pense qu'effectivement nous naissons cultivés et que la lecture n'est qu'une manière de se garder vif, de se garder poreux, de se garder ouvert aux influences, aux confluences même.
et que les gens qui entrent à la librairie, qui fréquentent la librairie, m'apportent davantage que moi je leur apporte quelque chose. Et c'est pour ça, sans doute, que je vais rester libraire le plus longtemps possible. Mais il y a 2 jours, j'en faisais part à Jacques, qui je sais écoute quotidiennement mes vidéos. J'ai toujours prétendu que je vais mourir dans ma librairie, mais j'en suis moins sûr, car il y a 2 jours, je suis passé devant la vitrine d'un libraire que je fréquentais jadis. Et probablement une des seules librairies que je ne fréquente pas. Et de sa fenêtre, la librairie étant dans un fouillis inimaginable, pire, infiniment pire que la mienne. Et, me semble-t-il, elle était plongée dans la noirceur. Mais, en scrutant par la fenêtre, j'ai aperçu ce très vieux libraire qui tenait son journal en tremblant. Les mains qui tremblotaient. Et là, je me suis dit, oh, je pense que ça, c'est ma limite. Je ne me rendrai pas jusque-là. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Et je remercie par avance François, qui va sans doute vous gratifier de quelques notes de bas d'écran qui sauront nous instruire. Merci et à demain.